Bienvenue dans ce nouveau numéro de Forum des médias de ce dimanche 2 juin 2024. Actualité oblige, Madame, Messieurs, nos analyses de ce soir seront axées sur la publication du gouvernement Judith Suminwa. Toulouka, ses animateurs, nous allons insister un peu sur les profils. Il y en a qui ont signé leur entrée, il y en a qui sont partis. Et pourquoi, selon en tout cas vos nombreuses questions, pourquoi les profils de ceux qui forment le gouvernement aujourd'hui, pourquoi on a repêché, pourquoi on a reconduit certains, quels sont les différents paramètres qui ont permis à ce que ces gens-là soient choisis pour animer le gouvernement Toulouka Suminwa. Nous allons parler des défis et les attentes de la population congolaise quant à ce gouvernement qui est en fait un gouvernement des grands enjeux pour le deuxième mandat du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous allons également aborder un sujet, vous le savez, la Cour constitutionnelle a confirmé Grace Bilolo comme gouvernement du Congo central. Elle déclare donc l'arrêt du Conseil d'État annulant son élection contraire à la Constitution. Nous allons le dire autour de cette table, bien sûr, avec les analystes qui sont là, qui répondent toujours à cette invitation très, très patriotique. Alors, je m'en vais les saluer. Monsieur Jean Lokaka, comment vous allez? Tout va bien. Je vous remercie sincèrement. Vous avez récupéré le chapeau, là? Oui, naturellement, parce que nous étions invités dans des cas d'urgence, parce que nous sommes dans des sociétés en crise depuis Coq et de Wismans, alors on devrait s'adapter de manière à ce que les Congolaises et les Congolais qui nous suivent puissent conjuguer les efforts patriotiques dans la refondation et la requalification de la marche de l'État. Ok, merci beaucoup. Oui, maître Diagast, comment vous allez? Ça va bien, madame. Bonjour à tous les Congolais qui nous suivent en ce moment précis. Bonjour à tout le monde sur ces plateaux. Nous allons bien, par la grâce de Dieu, et nous espérons que l'émission de ce jour sera, une fois de plus, une émission très pédagogique et surtout technique, vu l'actualité de l'heure. Et j'espère aussi que ce que nous allons dire ici va beaucoup aider ceux qui sont aujourd'hui appelés membres du gouvernement, parce que les défis étant énormes, et surtout aussi avec la période aussi complexe que traverse la République, une période où nous sommes censés avoir un décollage, alors un départ sans retour. Et je crois que nos analyses de ce soir vont permettre à ce que les dirigeants prennent des décisions qui seront meilleures pour l'avenir de notre peuple. Oui, il y a un téléspectateur qui m'a appelé pour me dire que il va vous approcher pour que vous puissiez l'aider à plaider sa cause qui n'a que trop duré pendant 20 ans. Il a une affaire pendante devant la justice. Alors, il n'est que devant les avocats qu'on soudoie tout le temps. Alors, il a confiance en vous. Il viendra vous voir pour que vous puissiez plaider sa cause. Merci. Oui, maître Moupili, professeur, comment vous allez? Ah, madame, ça va quand même, mais seulement, en tout cas, cette ville pour se déplacer avec les embouteillages monstres et habituels. Bon, je demande, je crois, si c'est au gouverneur de la ville, s'il peut encore adresser sa requête au niveau du ministre de l'Intérieur pour qu'il y ait même une mission conjointe entre la police militaire, c'est-à-dire le PM, et les roulages pour un peu aider à réguler la circulation, sinon ça ne va pas. On ne peut pas s'habituer aux embouteillages. Il y a plusieurs conséquences. Oui. Les enfants arrivent en retard, d'autres sont chassés pendant les examens. Il y a les mamans qui commencent à coucher dans les véhicules, dans des ambulances. Les gens meurent dans des ambulances. Les autres ratent même leur vol à cause des embouteillages. Non, ce n'est pas normal. On sait les points des embouteillages. Pungabi, 7e rue, de l'autre côté, on sait. Mais pourquoi ne pas prévenir ces embouteillages? En tout cas, on en a assez. Il ne faut pas nous dire que les embouteillages sont soutenus par les Américains ou par les impérialistes. Les embouteillages, c'est parce qu'il y a l'absence de l'autorité de l'État. Ok. Mon colonel, bonsoir. Bonsoir, madame. Je veux bien.
c'est un plaisir pour nous de saluer, je commencerai par les combattants sur terrain. Maître parle des embouteillages, et il parle des femmes qui accouchent dans les ambulances. C'est les ambulances, on en a dans ces pays. Bon. Il y en a quand même. Il y en a quand même. Écoutez, il est très très difficile dans la gestion des catastrophes. S'il faut assister à un accident, parce que les standards qui prévoient 10 à 15 minutes, lorsqu'il y a un accident, il faut que les services de secours soient sur place, parce que cela dépend de... Il faut sauver le maximum de victimes. Mais chez nous, il est difficile, quand il y a un accident, que les services arrivent dans cette norme de temps, ce qui fait que, comme je n'ai cessé de le dire, les réformes, rien que les réformes en profondeur, pour que nous puissions mettre en place tout un système qui peut répondre aux attentes. La population, les attentes de la population, ce n'est pas seulement manger, boire, etc., mais aussi la prise en charge quand ils sont victimes d'un accident ou d'une catastrophe naturelle. D'accord, ça c'est un expert en catastrophe naturelle. Si vraiment vos voix seront entendues, je crois qu'en un laps de temps, on peut résoudre un bon nombre de choses. Oui, Monsieur Cédric Abéa, j'espère que vous allez bien. Ça va bien, madame. Merci. Surtout quand vous êtes en blanc, ça veut dire qu'il y a la paix, il y a la tranquillité des esprits et ça va. Tout à fait, ça va bien. Bonsoir madame, bonsoir à tous mes co-débatteurs, bonsoir à tous les peuples congolais qui est en ce net moment en train de nous suivre. Et je salue particulièrement aussi l'équipe entrante du gouvernement à qui j'ai dit bonsoir. Ok. Maître Eri, non, j'ai dit Maître Eri. C'était professeur dans ma tête. Ni maître, ni professeur. Monsieur Eri, comment vous allez? Je ne sais pas si vous donnez cours, vous êtes professeur? Oui, je suis doctorant à l'université de Kinshasa. Ah, donc la personne qui m'a dit que vous donnez cours avait raison. Allez-y alors. Oui, Congo, ma nation, Congo, mon pays, Congo, ma patrie, Congo, Mboka, Congo, Nichiangu, Congo, Ditunga, Diani, Congo, Boalana Mono, Congo, Mboka Nanga, Nakobatela, Pena, Kobundela Yango. On doit, que chacun se l'approprie. Moi, j'ai pensé que vous allez dire non, c'est je. Ouais, que tout le monde puisse dire Yangai, voilà. Que tout le monde puisse s'en approprier. Voilà, je salue le premier d'entre nous, le président de la République, les cuisiniers nationales. Je salue tout le peuple congolais qui nous suit partout ailleurs dans le monde. Je salue ceux qui sont à l'est du pays, victimes de l'agression rwandaise, en complicité avec la communauté internationale. Et je salue tout le monde sur ce plateau, pourquoi pas l'équipe technique qui nous accompagne tout au long de cette émission, malgré les moyens de bord qu'ils ont. En tout cas, si on a même ces moyens-là, ça serait une très bonne chose. Allez-y, professeur Kassongo Munganga. Oui, moi je vais tourner toujours autour de ce que je suis, bicycliste. Ok. Donc, quelqu'un m'a, en tout cas, rappelé, je ne sais pas. Bicycliste, c'est quoi? Bicycliste, c'est nous au Kassai, quand quelqu'un transporte un sac d'arachide, ceux qui n'en ont pas souhaitent toujours qu'il fasse un faux pas pour que ça tombe. Et dès que ça tombe, il la ramasse lui pratiquement. Comme on avait vu les images avec les Congolais, les Quinois qui se disputaient le pain. Quand ça tombe, c'est ce qu'on appelle. C'est la même image. Bichikil. Que ça tombe, c'est bichikil. Et puis, bichikil et Touboy, c'est qu'on puisse ramasser ça. Donc, c'est qu'en politique, vous êtes au pouvoir, vous êtes chef de l'État, les autres souhaitent que vous puissiez faire des faux pas, on vous donne même des mauvais conseils pour que le pouvoir tombe, c'est-à-dire qu'ils vont ramasser le pouvoir. C'est ça, donc, alors, c'est pourquoi moi, sur ces cas ici, je vais toujours chercher à sensibiliser les conseils principaux même du chef d'État en matière ici
des choix, c'est-à-dire Kabouya, Augustin Kabouya, qu'on appelle Monabout, c'est-à-dire comme le fils est né. Et même, justement, la première ministre, Soumina Toulouka, et même qu'il puisse faire attention aux opposants de mauvaise foi, et même à ceux qui sont avec eux, justement, qui peuvent donner des mauvais conseils. Des mauvais conseils dans le sens que on peut voir, quelqu'un peut voir que sur la route, s'il y a quelqu'un, un lion sur la route, quelqu'un vous dit que tout est bien, c'est bien, il n'y a rien. Donc, ça fait qu'il vous souhaite le malheur. Ouais. Voilà, c'est ce que je peux dire, qu'il fasse attention de façon qu'il puisse réussir. Réussir, c'est que le Congo va devenir l'Allemagne d'Afrique ou bien la Chine dans le monde. Nous n'allons pas partir à l'étranger, mais ce sont les étrangers blancs et noirs qui vont chercher à venir ici chez nous, ce qui est le vœu du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci beaucoup, merci professeur. Nous entamons notre premier sujet, nous continuons, nous poursuivons nos réflexions sur les défis et les attentes du gouvernement Judith Souminois. Les attentes de la population, elles sont nombreuses, les défis sont nombreux et nous avons commencé déjà à parler de ça. Mais ce soir, par rapport aux interventions, aux appels de nos téléspectateurs qui ont suivi l'émission Express, l'émission spéciale que nous avions présentée le lundi, c'était le lundi, le lendemain de la sortie du gouvernement, ou le même jour, c'était le 29 à 2h, et nous, le 29 à 20h, nous avions fait l'émission. Alors, par rapport aux différentes préoccupations, il y a la population qui veut savoir si, aujourd'hui, le président de la République peut se dire qu'il a atteint le premier objectif pour que son mandat soit assis sur des gens qui vont lui permettre de matérialiser sa vision. Parce que selon la Constitution, c'est le dernier mandat. À moins que les choses changent, on ne connaît pas l'avenir, on ne peut pas supputer autour de ça. Mais est-ce que le président de la République peut se dire, bon voilà, je retrousse les manches, qui Salomé Banda? Oui, monsieur Lokaka. Oui, je vous remercie sincèrement. Vous savez, s'il faut analyser l'État et le chef de l'État, donc c'est sa décision. Donc la nomination fait partie de sa décision. Et cette décision qu'on appelle ordonnance a un caractère exécutoire et obligatoire. Et donc, cette décision doit être à l'exécution et doit être matérialisée et doit être accompagnée par des gens sérieux. Et comme ils sont dénominés, on suppose dès le départ que c'est des gens parfaits, des gens capables de relever le défi d'un État qui rêve être un État grand et prospère. Alors, dans un premier temps, il est important d'avoir des formations ayant trait à la citoyenneté, à la protection de la personnalité et à la gestion du bien-être, donc de la chose publique. Parce que ce n'est pas la chose privée. L'État, c'est la chose publique. Donc, il y a une différence entre le véhicule de l'État et le véhicule privé. Quand est-ce qu'on utilise le bien de l'État et quand est-ce qu'on utilise le bien privé? Quelle attitude et quel comportement auquel un nominé de l'État congolais, ce n'est pas un nominé des partis politiques, ce sont les hommes d'État du Congo, les dirigeants, les modèles du Congo. Dans un premier temps, tout le monde est parfait par la nomination. Donc, nous supposons que c'est des Congolais conscients qui peuvent bien travailler. Et donc, nous le souhaitons un bon travail, un bon mandat, et avec une probité morale et intellectuelle. Généralement, chez nous, ici, c'est la prudence. Et comme la première mission de l'État serait l'information,
la communication. Ici, le ministre Mouyaya, nous saluons sa présence. Il faut contrôler l'information. Un pays qui ne contrôle pas l'information risque d'être dans les dérives. Il y a des lignes éditoriales. Tout n'est pas utile à la télé. Donc, tout rédacteur, tout journaliste n'a pas l'obligation de tout mettre dans la chose publique, dans le lieu public. L'État congolais doit contrôler l'information officielle et privée. Donc, il faut que les gens aient l'idée de ce que nous communiquons. Parce que nous risquons de tout perdre comme valeur par rapport à la communication. Tout est dans le milieu public. Il n'y a pas pudeur, il n'y a pas de choses d'éducation à la citoyenneté. Avec TikTok, nous risquerons de perdre notre société. Alors, il y a lieu de contrôler l'information. Qui communique quoi? Avec quel peuple? Parce que qu'est-ce que nous rêvons dans 10 ans par rapport à la communication, par rapport à la formation, par rapport à la citoyenneté? Mais non, ceux qui vont travailler avec des ministres et des autorités du Parlement, ils doivent faire des choix des collaborateurs. Parce que quelqu'un, une correspondance de l'État entre ministère ou présidence, ça se retrouve dans le tweet ou dans le téléphone d'un individu. Avant que ça soit officiel. Qui est le chargé des courriers de mon pays? Parce que ce n'est pas tout le monde qui transmet les courriers du ministère au ministère. Il faut recenser les agents capables de transmettre les courriers. Et par quelle voie toutes ces correspondances sortent à l'extérieur? C'est-à-dire l'esprit du corps. Ils doivent composer un corps pour avoir une idée que le Nigeria est plus avancé au nord, l'Afrique du Sud plus avancée au sud. Au cœur de l'Afrique, il y a le Congo qui, naturellement, riche comme l'a dit mon colonel, mais moi je n'aime pas dire ça. Moi je suppose que nous sommes un État pauvre et dans cette pauvreté nous pouvons aller développer. Parce que ce genre de potentialité n'est pas démontrable, n'est pas quantifiable. Parce que tout gouvernement, c'est le bien-être social. Ce n'est pas le régime politique, moins encore le système politique. Mais la fin, c'est la satisfaction des besoins de la collectivité. Quand les gens ont l'eau, ils ont l'électricité, le logement. Mon pays ne rêve pas même la politique du logement. Les routes, les hôpitaux. Alors, le manger, parce que dès lors que les gens ne mangent pas bien, on ne sait pas si on aura les débiles, sur le plan mental, sur le plan physique, on n'arrive pas à bien réfléchir. L'hygiène, la salubrité. Donc, nous avons des défis. Alors, nous disons que dans un premier temps, ils sont là, ils sont tous bien, ils sont les meilleurs, parce que c'est les Congolais, il s'agit de notre pays, mais qu'ils aient une idée que c'est la chose publique. Et cette chose publique, c'est le peuple congolais. D'accord. Merci beaucoup, maître, monsieur Cédric Abéa. Jusque-là, en tout cas, ils sont les meilleurs. On a jeté les dévolus sur eux. On ne peut pas leur commencer à faire des reproches maintenant parce qu'ils n'ont pas encore commencé. Mais il y en a qui ont été reconduits quand même. Et avant que je vous donne la parole, j'aimerais assez que nous puissions suivre cet élément parce que nous avons commencé avec tous les animateurs, tous les membres du gouvernement et la charité bien ordonnée, on nous pousse à commencer par notre ministère des tutelles, avec Patrick Mouyaya, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, qui a été reconduit. Et pourquoi? Quelles sont les raisons? En tout cas, la rédaction de la RTNC de développement a essayé de faire quelque chose là-dessus. Suivons.
Nommé pour la première fois ministre de la Communication et Médias au gouvernement Sama 1, Patrick Muyaya a apporté un changement de narratif aux Warriors en améliorant l'image de marque du pays à l'échelle internationale à travers une communication institutionnelle stratégique. En sa qualité de porte-parole, il s'est évertué à narrer l'histoire de la RDC autrement, c'est-à-dire en prônant le côté positif de l'histoire du pays. Ensuite, au cours de son second mandat au gouvernement Sama 2, Patrick Muyaya était sur tous les fronts médiatiques pour dénoncer l'agression rwandaise via le M23. Il n'a cessé de multiplier des sorties médiatiques pour débouter les ennemis de la RDC. Sous sa direction, Bendele Ekweyate, une campagne lancée pour apporter le soutien et réconfort aux FRDC qui se battent pour défendre les couleurs du pays. Il a initié les briefings hebdomadaires, rendez-vous avec les professionnels de médias pour apporter l'éclairage sur tous les sujets d'actualité débattus lors du Conseil de ministres. À côté, le briefing presse reste ses rendez-vous où ses collègues ministres viennent s'expliquer devant la presse car redevabilité oblige, a-t-il souvent l'habitude de dire. L'homme du changement de narratif s'est vu décerner un trophée par des professionnels de médias pour avoir réussi avec brio l'organisation de la visite papale. À cette occasion, le ministre Patrick Muyaya avait mis à la disposition des professionnels de médias un centre des médias digne de ces noms. Le ministre congolais de la Communication et Médias a été plébiscité par le sondage Le Point pour ses nombreuses réalisations. Il s'agit notamment de la modernisation de la RTNC, la mise en place de la loi Muyaya, l'organisation des États généraux de la communication. Les députés nationaux se souviennent aussi de son apport à la Chambre basse du Parlement. À cette époque, en tant que député national, Patrick Muyaya a contribué à la sensibilisation de la population afin de lutter contre la Covid-19. Initiative parlementaire du G13, co-rédacteur de la loi électorale baptisée Loi Lokondo. Modification du code de travail en ce qui concerne les femmes enceintes. Aussitôt nommé au gouvernement souminois, l'homme du changement de narratif n'a pas manqué de remercier le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Grand merci au président de la République et la première ministre pour cette marque de confiance. Au service de la patrie avec plus d'intelligence, d'engagement et de détermination. L'histoire continue, peut-on lire sur son compte X. Plusieurs défis attendent le ministre Muyaya, estime le professionnel de médias. Il s'agit notamment de la viabilité des entreprises de presse en garantissant la subvention des entreprises de presse car c'est le plus grand défi pour sortir le secteur de la précarité. Il y a aussi l'organisation du congrès de l'UNPC, la poursuite de la salubrité du paysage médiatique qui passera par le rétablissement de l'ordre dans la corporation de journalistes, la dépénalisation des délits de presse, la poursuite de la modernisation des infrastructures de la RTNC dans les provinces, la coordination dans la communication du gouvernement et autres. Fructueux mandat au porte-parole du gouvernement pour ses troisième mandat, souhaitent plusieurs professionnels de médias sur leurs réseaux sociaux. Voilà, nous avions commencé avec le ministre des tutelles, comme je l'ai dit. Nous allons poursuivre en vous présentant les profils de chaque animateur du gouvernement Judith Souminois, surtout avec les différents défis qui les attendent et qui doivent répondre aux exigences de la population congolaise. Alors, Monsieur Cédric, oui, vous pouvez dire un mot sur le ministre de la Communication Muyaya, mais par rapport à ceux qui sont reconduits au gouvernement, si vous avez aussi un mot à dire. D'accord. Merci, Madame, pour la parole. Alors, personnellement, je salue la reconduction du ministre Muyaya, parce que ce qui est vrai, il a pu faire ses preuves sur le gouvernement passé. Donc c'est pratiquement une reconduction qu'il mérite, à mon sens. Alors vous avez posé une question, celle de savoir, est-ce que les chefs de l'État pouvaient retrousser ses manches par rapport à la nouvelle équipe? Moi je crois qu'il est plutôt, étant donné que je considère le chef de l'État comme le coach de la nouvelle équipe,
c'est plutôt le moment d'encourager la nouvelle équipe, je vais dire ici les joueurs qui sont placés sur le gazon, de matérialiser sa vision. Ça, c'est un élément. Et un deuxième, madame, par rapport à les personnes qui sont reconduites et les personnes qui sont nouvellement promues, il y a deux catégories de motivations différentes. En ce sens où les personnes qui sont reconduites pour, je suppose, par rapport à leur bilan sur le gouvernement précédent. Mais par contre, les personnes qui sont nouvellement promues sont arrivées par rapport au choix qu'ont porté leur formation politique pour les envoyer au gouvernement. Donc pour entrer de jeu, c'est ce que je peux donner en substance, tout en soulignant ici qu'il y a à boire et à manger sur les différentes reconductions des 18 animateurs. Ok. Maître Chagas, il y a au sein des quartiers généraux, des différentes formations politiques, il y en a qui se grincent les dents, il y a des grincements des dents. Pour dire que ceux qui ont peut-être combattu n'ont pas été récompensés. On a pris d'autres personnes, ce sont plus les technocrates et le président de la République devrait, ou avec la première ministre, bien sûr, devrait-il tenir compte de ça, la loyauté, même si on n'est pas peut-être technocrate dans tel secteur, mais parce qu'on a combattu, on devrait être quand même récompensé. Madame, merci. J'ai vu les discussions, les positions allant dans plusieurs sens, mais je comprends qu'il y a quand même à un certain niveau, dans certains états-majors des partis politiques, de la frustration. Nous l'avons vu, nous l'avons lu sur toutes les plateformes des médias sociaux. Mais au-delà de toutes ces frustrations, je me suis posé 1001 questions sur ce que nous pensons de ce pays. J'ai comme l'impression que le Congolais que nous sommes en train de perdre l'essence de l'invention du futur. Ce pays, à ce jour, n'a plus vraiment le problème du système politique, des règles, mais c'est beaucoup plus un problème d'hommes. Nous avons été le premier à nous plaindre par le fait que la République était pratiquement sur un cric, en suspens, ne fonctionnant pratiquement pas, parce qu'il n'y avait pas un gouvernement. Le gouvernement, il est là, mais la plupart des revendications sont allées dans le sens des positionnements politiques. Certes, c'est légitime quelque part, dans la mesure où le gouvernement, c'est l'émanation de forces politiques au niveau de l'Assemblée parlementaire. Mais est-ce que nous voyons que l'État congolais est en retard du décollage? Nous avons des problèmes sérieux dans ce pays. Nous avons des problèmes qui ont atteint des proportions qu'on ne sait pas mesurer aujourd'hui et qui menacent pratiquement la disparition de l'État. Ce sont là le vrai problème. J'ai vu quelque part, on parlait de la frustration au niveau de la représentation nationale, au niveau du gouvernement. Ça, c'est légitime parce que c'est constitutionnel. Mais d'autre part, j'ai vu aussi la frustration dans la mesure où il fallait que ça soit X personnes en fonction de ce qu'il aurait fait au niveau de la campagne électorale du chef de l'État. C'est bien, mais lorsqu'il s'agit du destin des institutions de la République, je ne pense pas que la loyauté devrait être l'élément en vogue pour occuper les fonctions. Je vois plutôt, moi, en mon sens, les compétences, l'expérience, la probité et puis la loyauté. Parce que c'est bien d'avoir des personnes qui sont loyales en politique. Mais l'avenir de ce pays ne dépend que de personnes qui savent diriger, de personnes qui peuvent amener des grandes réformes, de personnes qui peuvent laisser des empreintes de sorte que tous ceux qui viendront par la suite trouveront déjà un chemin placé pour que nous puissions atteindre les développements. Moi, j'aurais aimé que les revendications soient basées sur le type d'homme placé et non par rapport aux revendications liées aux personnes qui devraient être récompensées en fonction de leur loyauté. Il s'agit là de la question de la République. Il ne s'agit pas des amitiés. Il s'agit du destin de plusieurs Congolais en ce moment ici.
J'ai lu des frustrations, des gens qui disent que voilà, il y a au regard du poids de tels messieurs, je ne serai pas dans un débat d'individus, au regard du poids de X et messieurs ne devraient pas avoir tel portefeuille. Je ne sais pas si, comment est-ce que dans ce pays, on est en train de quantifier les poids politiques des individus. Je ne sais pas si le critère de force politique dans ce pays commence à être déterminé en dehors de la configuration parlementaire. Je me questionne. Je pense que, madame, les frustrations que les formations politiques devraient avoir devraient être basées sur les questions objectives. Mais quand on décrit le fait que Jean-Pierre Bemba, qui était le premier vice-ministre à la Défense, qui soit allé au transport, c'est comme si le ministère du Transport ne valait rien. Il s'est un peu rabaissé. Je ne sais pas, madame, l'avantage c'est que nous sommes dans un régime où la liberté d'expression est garantie, mais j'ai comme l'impression que ces personnes ne connaissent pas la personne de Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba, c'est un homme d'État. Ce n'est pas pour lui la première fois. Ce qu'il y a comme tollé aujourd'hui autour de sa personne, avant c'était aussi le cas avec le ministère de la Défense. Est-ce que le grand Jean-Pierre Bemba pouvait être dans un gouvernement ? La grande personne. Mais la grandeur de la personne se démontre justement quand il s'agit des intérêts de la République. Il est en train, en fait, d'enseigner une nouvelle façon de voir les choses dans la classe politique. Ce ne sont pas les fonctions qui font de Jean-Pierre Bemba leader dans ce pays. Jean-Pierre Bemba a son leadership et son charisme de manière naturelle. D'ailleurs, le ministère de la Défense, je ne dis pas que ceux qui sont passés par là ont été des médiocres, mais j'ose croire humblement que les gens ont fait attention au ministère de la Défense parce qu'il s'agissait de la personne de Jean-Pierre Bemba qui est allé diriger ce ministère. De la même manière, il a laissé quelles empreintes? Quel est son bilan? Ah, voilà. Je crois que ici, c'est une opportunité pour moi de parler aux Congolais. Le bilan se détermine en fonction des missions qui sont assignées par rapport aux dirigeants. Parlons de Jean-Pierre Bemba. Un ministre de la Défense intervient dans ce qu'il convient d'appeler la phase préparatoire des unités, la mise en condition. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons enregistré en termes de nouvelles unités formées au niveau de nos forces armées? Aujourd'hui, combien nous avons enregistré en termes de munitions et d'artillerie militaire que nous n'avions pas avant l'avènement de Jean-Pierre Bemba? Aujourd'hui, avant les ministères de la Défense, les autorités qui étaient à la tête étaient pratiquement des bureaucrates. Mais nous avons vu Jean-Pierre Bemba, ministre de la Défense, autorité politique, plus d'une fois est descendu sur terrain. Je parle sous le contrôle d'un militaire ici sur le plateau. Il sait avec moi que lorsque les militaires sont au front, la présence d'une autorité politique sur terrain avec les militaires au front est un élément majeur qui booste même les forces combattantes sur terrain. Jean-Pierre Bemba a été un ministre de la Défense plus sur terrain qu'au niveau de micro. Jean-Pierre Bemba a initié avec le service technique en la matière les réformes au niveau des conditions de vie des militaires. On sait qu'en ce sens, aujourd'hui, nous avons amorcé la procédure visant à construire des nouveaux camps militaires, notamment avec l'Agence nationale de l'aménagement du territoire, la NATS. Un programme conjoint a été mené dans ce sens. Et aujourd'hui, si on peut parler en termes de montée en puissance de nos forces militaires, avant Jean-Pierre Bemba, nous n'occupions pas la même place que nous avons aujourd'hui, au niveau et africain et au niveau mondial. Jean-Pierre Bemba a apporté une crédibilité de notre forces armées au niveau international, parce que l'agenda politique de l'homme a fait que les forces extérieures sont arrivés avec une dose de confiance que la République avait perdue au niveau des concerts des nations. Donc, si je dois commencer à ce jour à parler de tous les éléments, même avec le nettoyage de fichiers, lorsque Jean-Pierre Bemba arrive, il faut aller vérifier, il y avait combien d'officiers supérieurs qui étaient à des fonctions stratégiques de la République sans avoir une formation adéquate.
Jean-Pierre Bemba est allé faire le nettoyage de ce fichier. Avant l'arrivée de Jean-Pierre Bemba, Gombo, vous pouvez aller vérifier comment est-ce qu'il y avait un début d'expoliation des domaines militaires au niveau du Konkokolo. On a pris des décisions courageuses où on a cassé pour permettre à ce qu'il y ait aujourd'hui des bâtiments qui relèvent spécialement de l'inspection générale des FRDC au niveau de Konkokolo. Donc il y a une litanie de faits que je ne saurais terminer ici. Au ministère du Transport, il va faire aussi au-delà. Et les téléspectateurs, sans pour autant faire un dialogue avec vous, les téléspectateurs ont encore posé la question si Jean-Pierre Bemba, en quittant la défense pour aller au transport, il est expert en tout finalement. Parce qu'après, il va quitter le transport, il ira peut-être à l'économie. Donc voilà. Je crois que le Congolais... Non, à l'économie, il a été ministre quand même, il a été vice-président, voilà. Peut-être, prenons la santé alors. Voilà, donc aujourd'hui, on prend le transport ou la santé? Non, j'ai dit peut-être, comme il sait tout. Parce que dans le domaine de transport, je voudrais rappeler d'abord que Jean-Pierre Bemba des formations est un initié en sciences commerciales. Okay. Et il a fait ça en matière livresque et en matière expérimentale. Il a de l'expertise en la matière. Si vous voulez parler de secteur de la santé, eh bien, madame, je crois que... Non, transport seulement. Transport. Donc, Jean-Pierre Bemba, le secteur de transport n'est pas pour lui une question nouvelle. Okay. Et d'abord, en étant fils d'un homme qui a eu une grande entreprise dans le domaine de l'aviation de ce pays, il a été dans le transport. Donc, Sibé Congo va renaître de ses cendres. Donc, Sibé était privé. Ouais. Ici, il s'agit de l'autorité politique qui est censée mener la politique nationale dans les secteurs. Je parle ici de la touche de l'homme, qui n'est pas une personne qui viendra apprendre au sommet. Et aujourd'hui, Jean-Pierre Bemba est parmi ceux qui enseignent la formation d'État. Parce qu'on n'arrive pas aux fonctions importantes du pays en étant vierge. Partout où Jean-Pierre Bemba serait placé, ça ne serait pas une personne nouvelle dans les institutions de la République. Je finis à ce que je disais par rapport à ceux qui pensent que c'est un rabais, parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est un rabais. Je voudrais dire que Jean-Pierre Bemba, ce n'est pas d'abord les fonctions qui font de lui Jean-Pierre Bemba. Il n'a pas besoin, en tout cas humblement et avec toute modestie, je le dis, Jean-Pierre Bemba n'a pas un problème de fonction politique. Jean-Pierre Bemba n'a pas un problème d'argent. Ça n'a jamais été un souci pour lui. Il est là pour la République et ça, il a fait preuve de plusieurs manières. Depuis Santiti 1, Santiti 2, Gaborone, partout nous sommes passés, les concertations nationales. Il a montré aux Congolais qu'il s'agit avant tout des questions de la République, avant la personne de Jean-Pierre Bemba. Merci beaucoup, Monsieur Herry. Par rapport à ces animateurs, oui, nous avons parlé de la personne de Jean-Pierre Bemba. S'il y a un autre ministre qui a fait preuve avec un bilan positif et qu'il est affecté dans un autre portefeuille, là aussi, sûrement, il y aura des miracles. Vous pouvez toujours le dire parce que nous sommes là. Cette émission est là pour aider ces membres du gouvernement à faire des prouesses. Merci beaucoup, madame, pour la parole. En fait, je ne jetterai pas mon regard sur les ministres ou les gouvernements passés, le gouvernement Samalou Kondede. Je suis plutôt futuriste par rapport à ceux qui ont pris leurs fonctions récemment ici avec le premier gouvernement Judith Soumine. Je m'en vais d'abord par rapport sur le ministère de l'Intérieur, l'expérimenté, l'intelligence, Maître Jacquemin Chabani Luko. Nous attendons beaucoup de ces ministères-là. Beaucoup de ces ministères-là pour la sécurisation de nos frontières, la sécurisation des personnes et de leurs biens, et de lutter contre certains antivalaires et aussi réguler la circulation dans la ville. Parce que nous sommes sans ignorer de la situation actuelle. Premièrement, dans la ville de Kinshasa, l'insécurité qui règne, le banditisme urbain et tous ces corollaires, et aussi la circulation routière qui est un problème aujourd'hui très sensible pour la circulation des personnes, et aussi les problèmes de tapage ou des tapages nocturnes, de la sonorisation, des bars qui poussent ça et là, des églises qui dérangent les gens. Aujourd'hui, le problème de la sonorisation ou des tapages nocturnes est devenu un problème de la santé publique en fait.
Donc, si on ne sait pas réguler ces secteurs-là, surtout les bars, les églises, les terrasses, on ne sait pas, ils jouent de la musique à temps et à contre-temps. Les églises jouent de la musique à temps et à contre-temps. Vous pouvez vous retrouver dans un quartier où, sur une même avenue, vous avez 4, 5 églises comme ça. Et les enfants qui habitent sur l'avenue ne peuvent pas étudier, ne peuvent pas dormir, surtout les bébés, tout ça. Tout le monde est exposé à la sonorisation très forte, très élevée. Il y a certaines églises où, quand vous entrez, vous trouvez des 4 personnes. Mais le niveau de la sonorisation qu'il y a, ça devient vraiment un problème sérieux pour la République. Et aussi, le ministère de l'Intérieur, c'est un ministère qui peut apporter beaucoup en termes de mobilisation des recettes, si réellement les opportunités qu'il y a dans ces secteurs-là est exploitées et canalisées pour que cela puisse être bénéfique à la nation. Et aussi le niveau de notre police qui est... Est-ce que les infractions routières peuvent constituer une source de revenus même pour les trésors publics? Mais vous voulez... allez-y pour les niveaux, parce qu'il y a une question qui va suivre par rapport à ça. Les niveaux est vraiment au rabais. Les niveaux de la moralité, de la probité morale de notre police et de nos policiers. Est-ce que cette police est-elle formée? Oui, parce qu'ils ne sont pas là pour rien. Je crois qu'ils ont été formés. Mais quel type de formation, quel type d'hommes ont été recrutés? Parce que n'oublions pas, madame, la police, c'est une unité qui est censée être en contact avec la population. Et ils sont en contact avec tous les citoyens. Peu importe le niveau, mais ils rencontrent tous les citoyens. Alors, le niveau pour qu'un policier puisse être recruté, ça doit être un niveau au moins minimum, pour moi, je pense, un D6, un diplômé d'État. Un diplômé d'État qui a un niveau qui doit être évalué avant son recrutement ou avant que sa candidature puisse être acceptée dans les centres de formation. Ça, parce que des fois, quand vous êtes devant un policier de roulage, il vous demande de brandir ou de lui remettre les documents de la voiture. Des fois, on ne lit même pas. Et tout de suite, vous pouvez remarquer la personne ne sait pas lire ou elle n'est pas à la hauteur. Et on commence à rechercher d'autres infractions qui n'ont pas lieu d'être. Bien évidemment, il y a des gens qui sont arrêtés et ils vous disent chevauchement. Mais quand vous lui demandez c'est quoi chevauchement, expliquez-moi chevauchement. Lui-même, il ne sait pas, messieurs, c'est le chevauchement, il faut tempérer. Il y a une fois, on m'a arrêté. Ils m'ont fait arrêter. J'arrête la voiture. Je sors du véhicule. À l'extérieur du véhicule, il me dit, au tché sentir. Je dis, vous voyez un peu le niveau. Tout ça, c'est sur des choses qu'il faut réguler. La tarification sur les infractions, les contraventions routières, c'est très important. Ailleurs, si vous avez un papier, on vous dépose là et puis mais on ne sait pas la nouvelle tarification ou l'ancienne tarification qu'on a. C'est quoi pour les contraventions routières? Nous ne connaissons pas. C'est même pas arrivé. On ne sait pas. Un policier peut vous arrêter comme ça, un roulage peut vous arrêter comme ça et vous dit 400 000 francs. Et une fois d'ailleurs, même l'inspecteur provincial avait décrié infraction il va foutre à $400 et à route des alités. À la tête du client. Mais on avait vu. Bon, il joue, si c'est à la psychologie commerciale, je ne sais pas, pour fixer les prix. Mais par rapport aussi au modèle de la voiture, la marque. Voilà. Si vous avez une marque, la Jeep, ceux qui ont des véhicules, des Jeep, c'est là qu'on peut commencer avec 400, 300. Ouais. Ceux qui ont des petites voitures, comme je l'ai dit, c'est à la taille. Ouais. C'est pas par rapport à l'infraction. C'est à la tête du client. Voilà, donc il joue sur la psychologie des gens et tout ça. Donc il faut nous fixer réellement la tarification par rapport aux contraventions routières. On a vu en Suisse, madame, vous pouvez faire une contravention routière comme ça. La police de roulage, ils vous remettent les documents pour qu'ils vous servent de pouvoir aller verser. On vous donne un délai de 2 semaines, d'une semaine. Au moment où vous ne payez pas par rapport au délai requis, là, il y a des pénalités maintenant qui commencent à s'additionner par rapport au retard que vous accumulez. Et tout ça, mais le prix aussi doit être abordable. Plus le prix est important, moins les gens vont aller à la banque ou au poste de police pour pouvoir payer. Ils préfèrent mieux négocier avec les policiers qui sont en face de lui pour gagner le temps et puis pour payer, moins payer.
Donc tout ça, il faudrait Donc il a du pain sur la planche. Bien évidemment, tout ça, il faudrait revoir. Et aussi, quand nous recrutons, il faut aussi penser à la construction des maisons, des camps de policiers. Parce que aller seulement à Camp Kabila, à l'époque Camp Mobutu, aujourd'hui Camp Kabila, constater seulement la démographie qui est très croissante et le maison pour pouvoir habiter ces policiers-là, c'est tout un problème. Et leurs familles. Et les écoles au sein de la police, c'est tout un problème. Je crois que... Il n'y a même pas de toilettes. Il n'y a même pas de toilettes. Je crois que, messieurs, le VPM, Jacques Chabagne, vraiment, il a du pain sur la planche. Il me faut encore aborder, j'ai abordé le secteur des hydrocarbures, madame. Une fois ici, j'avais parlé de ça. Il y a une nécessité importante de pouvoir, avant que nous puissions exploiter d'autres blocs pétroliers, que nous pouvons relancer la société. Quand, par exemple, notre État paye en termes de quoi pour compenser, quand il compense, par exemple, avec les pétroliers, notre État paye plus ou moins 300 millions par an pour compenser le manque à gagner des pétroliers. 300 millions par an. Alors que pour relancer ceci, j'avais dit ici, c'est 98 millions, 98 millions. 98 millions de dollars. Il n'y a pas quelque chose entre Perenco et la République Perenco, démocratique ce sont du des Congo. privés, ce sont les Américains qui exploitent Perenco. Alors, Perenco avait conclu un contrat avec l'État congolais pour déverser 40% de sa production brute associée, pour permettre à Socir de fonctionner et de servir le besoin local. Perenco l'a fait. Mais il a fait, mais Socir a fonctionné pendant combien d'années? C'est moins de 5 ans que la Socir a fonctionné. Alors parce que la Socir nous produit, quand elle a commencé à produire, il produit du carburant qui est lourd, impropre à la consommation. Okay. Mais il doit nous produire un carburant qui est léger. Bien que c'est là, mais on avait vu, à un certain moment ici dans ce pays, on nous avait vendu des carburants lourds. Donc, parce que le secteur des hydrocarbures, c'est un secteur qui peut entraîner aussi d'autres secteurs. Par exemple, quand nous traitons nous-mêmes ici, nos hydrocarbures, l'industrie textile peut fonctionner à travers le produit résidus. Les résidus de l'industrie de la société peuvent servir à l'industrie, aux industries pharmaceutiques, aux industries de plastiques, à l'industrie des textiles. Okay. Donc ça a un effet d'entraînement presque dans beaucoup de secteurs. Okay. Et une fois que nous commençons à produire notre propre fuel, vous allez voir que madame, même les taux, les devises que nous dépensons pour aller importer le fuel à l'extérieur, et c'est là, ça va compenser par rapport à notre économie. Et aussi, les prix des biens sur le marché, ça va baisser parce que c'est là aura des conséquences sur le prix de carburant à la pompe. Et c'est là va impacter même sur le prix. Souffler un peu. Bien évidemment, bien évidemment. Et un autre secteur important, madame, l'énergie. Parce qu'un pays qui vise à se développer, qui a des ambitions de créer des zones économiques, vous devez avoir de l'énergie. D'accord. Je vais revenir à vous. Oui, docteur colonel, le secteur qui vous tient à cœur, c'est toujours la sécurité et la défense. Je crois on a pu dire l'essentiel, ou il y a des choses à ajouter. Non, si vous avez d'autres secteurs également. Merci, madame. Il y a beaucoup à dire. On n'a pas tout dit sur défense et sécurité, c'est-à-dire l'armée et la police, mais il y a aussi d'autres secteurs. Il y a plusieurs domaines où je me rends compte que notre pays est hors norme dans plusieurs domaines. Il est trop tôt pour juger ceux qui sont nommés. S'il faut peut-être parler de ceux qui ont été reconduits dans la reconduction. Il y a deux catégories. Oui. Il y en a qui sont restés dans leur portefeuille. Oui, il y en a qui sont permittés. Voilà. Bon, je prends un cas, avant de revenir à la défense et sécurité, celui des titres fonciers. Il a été permité.
Sakombi. Il est allé aux hydrocarbures. Voilà. Moi, je n'ai pas apprécié cela. Parce que maître est là, mais elle est dans tous les cabinets des avocats. Des dossiers sur les domaines fonciers. Y compris mon père. Madame, dernièrement, j'étais à Ncélé. La population, vous avez les environs d'Aïpen. Donc là, en face de Daipen, on avait loti. Ça fait plus de 10 ans que les gens se trouvent là-bas. Non. J'ai trouvé une population très agitée. Qu'est-ce qui se passe ici? Voilà. Non. Mais comment voulez-vous un terrain qui peut avoir 3-4 personnes qui l'ont payé avec des titres différents? Et tout ça, quand vous menez une petite enquête, on vous dit, voilà. Non, il faut mettre de l'ordre dans cette histoire de là. C'est tout comme habitat et urbanisme. Les gens ont fêté le départ de Pius Mabilou. Tout le ministère a fêté. J'ai vu des dames là en train de mettre les pagnes par terre. Voilà, heureusement qu'il est parti, tout ça. Au moins, lui, il est parti. Mais Sakombi, on l'a permis. Bon, ça c'est le cas. Je rentre dans mon domaine. Madame, c'est le deuxième mandat. Moi, j'ai le principe qui dit nouvelle culture, nouveaux outils pour un nouveau champ de responsabilité. Ça, c'est le principe que ceux qui sont nommés doivent mettre en tête. Parce que au niveau défense et sécurité, Maître a cité quelque chose là qui m'a un peu tiqué. Vous savez que nous n'avons pas l'habitude de tirer les leçons du passé. Très souvent, nous réfléchissons après les faits. Il y a une erreur qui s'est glissée au niveau... C'est pourquoi je parle toujours de réforme ici, en profondeur, du temps de la Deuxième République, pour revenir à la mission du ministre de la Défense. Contre-amiral Lomponda, il était à l'état-major général. Remaniement, on l'envoie comme secrétaire d'État à la Défense, c'est-à-dire ministre de la Défense. Lomponda prend toutes les attributions relatives aux finances. Il amène ça à la Défense. Dans toutes les armées du monde, la mise en condition, ce qu'on appelle mise en condition, c'est tout ce qui regarde la formation, équipement, les infrastructures militaires. C'est le chef d'état-major général, qu'on appelait dans le temps commandant en chef. Le ministre de la Défense, lui, il gère la politique de la Défense. Donc il est politique. Et Lomponda est parti avec les finances de l'état-major général à la Défense. Et cette erreur demeure jusqu'aujourd'hui. On n'a jamais corrigé ça. Et cela pose des problèmes lorsqu'on parle ici de la gestion sur terrain, que ce soit parce qu'il y a la mise en condition, la mise en œuvre. La mise en condition, le ministère de la Défense, chez nous, c'est lui qui gère les fonds. Donc, l'argent de l'armée, c'est le ministre de la Défense. C'est le ministre. C'est le ministre de la Défense. Okay. Le chef état-major général qui fait la mise en condition, la formation, etc., il doit faire une demande au ministère pour qu'on lui donne les moyens pour faire sa mission. Et là, vous voyez
les combats qu'on a entre ministre de la Défense et chef état-major, la guerre, toujours, c'est à cause de ça. Le nœud de la guerre, oui. C'est l'argent. Donc, il faudra que dans la réforme, que le chef état-major général récupère ses compétences de mise en condition pour que l'armée se retrouve. Alors, madame, nous devrions avoir un comportement comme celui des Polonais ou des Israéliens. Pourquoi j'ai dit ça? Le discours du roi Baudouin, qu'on a qualifié discours de paternaliste, auquel Patrice Lumumba avait répondu. Mais il y a tout un avertissement. Le roi Baudouin nous dit, écoutez, vous êtes convoité, votre pays est convoité. Vous n'avez pas d'amis, mais vous avez des ennemis. Alors, avec vos querelles internes, avec votre tribalisme, il a évoqué les inquiétudes pour lui. Non, nous ne sommes pas encore à mesure de nous gérer comme il se doit. Comment vous allez diriger ce pays, cet État, nouvel État? Donc il avait soulevé des inquiétudes. Il avait soulevé des inquiétudes, mais à l'allure où vont les conséquences que nous avons aujourd'hui, c'est ce que j'ai dit, nous n'avons pas tiré les leçons de ce discours-là. Et les discours-là pouvaient même être dans les facultés des universités pour que les jeunes savent quand même en histoire ce qu'il faut tirer comme leçon par rapport à ces passés-là. Alors, les comportements comme les Polonais, comme les Israéliens, c'est quoi? Quand on dit l'Israël, tous les pays voisins lui sont hostiles. C'est comme le cas ici chez nous. Les pays voisins, nous avons 9 voisins. La Pologne a 11 voisins. La Chine, 22. Et donc, nous n'avons pas ce comportement-là. Nous sommes toujours dans la distraction, alors qu'on devrait, comme Mouzé Laurent Désiré Kabila disait, peuple, prenez les armes. Prenez les armes, sinon, le Rwanda vous serez l'esclave de Tutsis. Il parlait de Tutsis. Et donc, nous devons voir la défense, nous devons avoir une vision de grandeur. Et là, je m'adresse au ministre de la Défense. Le nouveau ministre. Le nouveau ministre de la Défense et celui de l'Intérieur sur la territoriale et la maîtrise des aspects de la sécurité publique. Monsieur Herry. Monsieur Herry l'a souligné, mais je vais aller un peu plus loin parce que la police est mal formée. La police, à l'heure actuelle, nous n'avons pas une police responsable. Et il y a aussi beaucoup d'erreurs du fait que la plupart des gens qui ont été nommés comme inspecteurs généraux de la police, ils venaient de l'armée, qui n'ont pas une formation de policiers. Je prends le cas du général Amouli qui est parti. Amouli, c'est un fantassin. Et il arrive là-bas, il amène un bataillon de militaires qui se mettent en tenue de police. Et vous n'allez pas vous étonner, un policier, il a la gâchette facile. Un policier, normalement, il n'a pas d'arme létale. Le policier, il a sa matraque et menottes. C'est tout. Police de proximité, il est avec la population instituée. Mais la police de roulage aujourd'hui, comparativement à tous les pays du monde, d'ailleurs c'est elle qui, au niveau, par exemple, de la Belgique et de l'Allemagne, si le ministère de l'Intérieur génère beaucoup de recettes au trésor public, c'est la police de roulage, avec des contraventions, tout ça, ainsi de suite. Mais l'argent qu'on prend ici, ça part où? Non. Ils s'organisent avec leurs commandants, parce qu'ils font la ristourne chaque jour.
Ristourne. Donc, ouais. Alors, ça, ce sont des choses qu'il faut bannir et c'est là, il faut absolument des réformes dans... Et quand vous ramenez le soir une enveloppe consistante à votre chef, vous serez maintenu. Vous êtes maintenu. Vous êtes maintenu. Oui. Et en même temps, quand je parle des aspects de la sécurité publique, madame, allez voir les Libanais, des Indiens dans leurs magasins. Des policiers sont là-bas. Pourquoi? On ne peut pas envoyer des policiers. Nous avons un secteur qu'on appelle la sécurité privée. Les Magueñas et qu'on sont là-bas. Voilà. Gardiennage. Donc, ils doivent utiliser cette sécurité-là par rapport à la police. Et il y a également des généraux qui utilisent des policiers pour protéger leurs carrés miniers. Et tout ça, c'est toléré. Donc, les ministres Jacquemin... Il faut remettre de l'ordre. Oui, que je salue. En tout cas, il faut des réformes, il doit y avoir en grandeur. Au niveau de l'armée, madame, nous sommes un grand pays, il nous faut une armée globale. D'accord. L'armée globale veut dire quoi? L'armée globale, il nous faut que nous ayons l'espacial. Aujourd'hui, nous n'avons rien sur ça. Il faut que nous ayons la dissuasion nucléaire. Puisque les autres qui font le nucléaire, mais l'uranium vient de chez nous. L'Iran et les autres pays. Nous devons avoir la dissuasion nucléaire. Nous devons également avoir les porte-avions. Nous devons avoir les forces spéciales, les sous-marins, les cyber. Donc, les chars, l'artillerie, etc., etc. Ça, c'est ce qu'on appelle une armée globale. Parce que les militaires prévoient, mais les politiques, qu'est-ce que les politiques font? Maître est là. Qu'est-ce que les politiques font? Il exécute. Non, les politiques disposent, donc donnent les moyens. Il fait exécuter, en fait. Il donne des moyens. Donc, félicitations à tous les nominés. Donc, même pour la défense et pour l'intérieur, vous êtes satisfait. Donc, il y a quelque chose de bon qui va sortir de là. Non, je disais tout à l'heure, madame, il est trop tôt pour essayer de les juger. Mais nous espérons que les profils qui a été retenu, ils vont quand même faire quelque chose, même si ailleurs, on utilise les gens qui ont des réflexes sur la défense et la sécurité, parce qu'ailleurs, tout le monde passe par les services militaires, mais pas chez nous. Ici, on prend dans les civils, on les met là-bas. Mais ce qui est important, il faut que ça soit à l'intérieur, à la défense, qu'ils s'entourent des spécialistes qui peuvent les aider à aller de l'avant dans cet état. Merci. Je crois que cette fois-ci, on fera appel au colonel. C'est la raison pour laquelle nous mettons sur la place publique tout ce que nous avons comme réflexion, expérience, pour que cela soit bénéfique au pays. Et ça serait vraiment déplorable si tout ce qui sort ici, comme réflexion, analyse, on n'en tient pas compte. Oui, professeur, il y a quand même les secteurs aussi de l'économie. On n'en a pas assez parlé, mais il y a quand même des changements, sauf au budget. Et on a maintenu au budget, on a maintenu à l'économie, et il y a aux finances, et il y a aussi le commerce extérieur. Qui est là-bas au commerce extérieur? Paloukou, à l'industrie. Maintenant, c'est qui a quitté commerce extérieur? Jean-Lucien. Voilà, c'est lui qui a battu les records des anciens. Oui, allez-y, professeur. Oui, madame, là, ce n'est pas que je parle de l'économie, nous parlons des animateurs. Vous pouvez prendre n'importe quel secteur, mais oui, dire un mot sur je cherche tout simplement parler peut-être pour le sujet du jour ici, c'est une appréciation des animateurs en ce qui concerne peut-être pour les anciens, peut-être les bilans, et puis plutôt les nouveaux et même les anciens, qu'est-ce que nous attendons d'eux.
indirectement. Alors moi, personnellement, ce que je pourrais dire peut-être pour les anciens, peut-être les populations ont commencé même par ici. Et il y a, pour moi, ce que le point positif que j'avais personnellement retenu, c'était, je pense, 2 points. Deux, d'abord pour les briefings, où nous faisaient appeler, nous présentait tous les grands animateurs, ils nous parlaient de ça, c'était une innovation, ce qu'on n'avait pas connu par le passé. Et puis ça, c'est le Il a su relever ce défi-là parce qu'on ne l'attendait pas, c'était le nom de Mendek. Est-ce qu'on peut remplacer qui peut arriver à Mende, à la cheville, tout ça, et Mouyaya a su. C'est tellement là, il a assuré. Félicitations. Voilà. Alors, l'autre point, c'est moi-même, en tant que pour ce qui intéresse tout le monde, c'est justement dans l'émission, la RTNC chaîne mère, vous voyez qu'entre 19h et 20h, il y a une note sur la conjoncture économique. Nous nous sommes vraiment informés sur ce qui se passe dans notre pays. Alors, pour peut-être tous les téléspectateurs qui ne peuvent pas tout comprendre, mais l'essentiel est qu'ils peuvent se baser ne fût-ce que même sur le cours d'échange des marchés bien déterminés. Son évolution, bien sa stabilité, reflète également la stabilité des prix parce qu'il y a une corrélation positive entre les cours d'échange et l'évolution des prix. Alors, les francs congolais qui continuent à boire l'eau. Non, les francs congolais, justement, boivent l'eau parce qu'il y a un facteur que nous pouvons dire est externe, exogène, c'est-à-dire il y a la guerre à l'Est. Si nous étions avec d'autres dirigeants que nous avons eus, que nous étions sous Mobutu, quand nous avons eu le président Mobutu et puis Mouzé, on n'avait pas l'inflation, mais on avait ce que nous appelons hyperinflation. En 1994, c'était 9,994%, ça approchait pratiquement 10%, inflation dans des chiffres, mais sous Mouzé, ça a baissé un peu, nous étions à 500%. Donc, en ce moment-là, même le budget était financé par la Banque centrale à plus de 50%. Donc, il y a toutes les félicitations pour notre président où nous avons connu une forte stabilité jusqu'en décembre 2023, mais l'inflation, ça a commencé un peu peut-être à partir de cette année. Voilà, c'est ce que je pouvais dire. Alors, pour les autres, Lucien Boussa, dont on a parlé, quelqu'un que je connais bien parce qu'on a fait les DEA avec lui. C'est un garçon vraiment donc. Il est très brillant. C'est pourquoi il a battu les records 16 ans au sein du gouvernement. Il a battu les records 16 ans et dans 16 ans, c'est quand même un article que j'avais publié sur les performances macroéconomiques du président, mais il y a quand même une autre performance qui revient à son cas, c'est-à-dire qu'avec le président de la République, nous sommes entrés dans la zone économique continentale africaine. Donc l'Union africaine, c'est pour la première fois. Avant, nous étions seulement au niveau de sous-régions, mais maintenant, c'est au niveau vraiment de l'Union africaine. Alors là, vraiment, ça lui revient, parce que ceci, c'est dans la perspective du président où il voudrait que nous puissions devenir l'Allemagne d'Afrique, c'est-à-dire que nous puissions devenir vraiment le moteur du fonctionnement de l'économie africaine. Mais quand on parle du commerce extérieur, pour un pays qui ne produit pas, je ne sais pas comment ça marche. Nous ne sommes pas producteurs, nous ne faisons qu'importer. Non, c'est une faisons pas notre point fort. Non, c'est une faisons qu'importer. Alors, nous devrions avoir vraiment une balance commerciale déficitaire et surtout même la balance commerciale déficitaire. Qu'est-ce que nous produisons alors? Oui, ce que nous produisons, nous pouvons dire que essentiellement c'est au niveau, parce qu'il y a 3 secteurs, le secteur primaire, le secteur secondaire et le tertiaire. Normalement, la première place revient, nous produisons essentiellement au niveau du secteur primaire, c'est-à-dire l'extraction des minéraux.
Hein, donc, c'est-à-dire essentiellement le cuivre et le cobalt. Grâce à la conjoncture économique, maintenant, nous avons suivi que notre cobalt, qui était coté à 9 000 la tonne, maintenant, c'est à 11 000. Hein, ça augmente à 11 000 dollars la tonne. Mais également, dès la deuxième position, revient au secteur, au troisième secteur. Le secteur des services, vous voyez tous les travaux qu'on fait là, donc les routes, donc le commerce, donc alors, mais là où nous sommes un peu en retard, c'est pour l'industrialisation, donc le secteur secondaire, le secteur secondaire. Alors voilà, donc ça c'est ce que je pouvais dire peut-être sur Lucien Mboussa, mais ce qu'on a parlé aussi de, ce que je peux ajouter aussi pour quelqu'un que je ne connais pas, c'est pour l'électricité. Là-bas, pour l'électricité, c'est que là, c'était une interpellation seulement, parce que nous habitons la cité Salongo Sud, on avait fait presque 7 cabines, mais ceux qui habitent dans les alentours, il y a maintenant, on leur donne le courant, le câble surplombe nos maisons, ça dépasse les maisons. Ça se compte les règles de sécurité. Donc, on peut avoir des incendies. Même aujourd'hui, nous avions des incendies. Donc, les câbles avaient pris feu. Nous tous, on avait appelé les gens à gauche et à droite. Et il y a même du courant qui quitte cabine et plutôt Salongo Sud pour aller à Kisenso. C'est là où nous l'interpellons pour qu'on puisse faire des cabines pour nos frères là. Donc, ils n'ont pas de cabines. Alors, pour les autres que je peux connaître, que je ne connais pas, mais j'ai lu un peu, c'est peut-être pour ce qui est des finances. Les finances, je serais vraiment, je vais avoir les regardants là-dedans. Celui qui est là, on m'a dit que c'est un ancien DGA de Gérard. Et vraiment, j'ai vu même le peuple, la population, plutôt, les agents étaient très contents pour sa nomination. C'est là où justement... Donc, il a eu un bilan positif à la DGRAD. Oui, positif. Donc c'est la personne qu'il faut à la place qu'il faut. Qu'il faut, où je l'interpelle justement qu'au mois de juillet ici, notre programme avec les fonds monétaires va prendre fin. On va nous donner, on nous a déjà jugé qu'on a travaillé très bien, donc on a donné satisfait au président de la République. On va décaisser près de 220 millions de dollars oui, au mois de juillet, parce que tous les programmes étaient de 1,5 milliard à concurrence de 6 semestres. Donc chaque semestre, c'était 6 milliards. Et ça sera pour la première fois où nous allons arriver à la fin du programme. Donc depuis l'indépendance, tous les autres programmes, comme on avait dit, avaient échoué. Et c'est là où j'ai peut-être... avant de terminer le programme, pour les autres qui critiquent le programme, ce qui est une très bonne chose, qui prennent les gros livres, là. Les livres de finances pour les anciens programmes. Essayez un peu de soulever, professeur. Oui, oui. Ça, c'est la livre de finances. Ce n'est pas seulement pour l'économiste. D'ailleurs, vous voyez que c'est intitulé Loi des finances. Okay. Donc, terme juridique. Vous montrez à la caméra. Et à la caméra. Voilà. Alors, donc, vous allez trouver là-dedans. Combien de pages? Ça doit être 5 000 pages. 32%, ça vient des institutions de Bretton Woods, des institutions internationales, du budget. Et 30%. Et puis 58%, donc c'est ça, les recettes internes. Et internes. Quand nous étions sous programme, Mobutu avait dit que avait dit que c'est la rigueur qu'on remboursait. Alors il a dit que nous ne mange pas la rigueur. Alors il a dit non, nous allons faire ça nous-mêmes. Les FMI a dit oh oui, vous êtes souverain, comme ça travaillez vous-même. Et quand nous avons commencé à travailler nous-mêmes, on a fait en 1994, même on a fait même la réforme monétaire, mais c'est en ce moment-là que justement la Banque centrale a commencé à produire énormément de fonds, et vous savez, l'inflation a flambé. Justement, même le peuple a pu reconnaître que vraiment l'inflation monétaire, ce n'est pas bon. Est-ce que le problème, professeur, pour terminer avec vous, le problème ne serait pas d'ordre éthique? Parce que si nous faisons nous-mêmes, Laurent Désiré Kabila
a pu faire quelque chose dans ce sens-là. Nous sommes quand même arrivés parce qu'il n'a pas laissé de dettes. Est-ce que le problème, c'est l'éthique que nous avons vis-à-vis, le comportement que nous affichons vis-à-vis des finances, ou le problème, c'est que nous devons vraiment toujours être avec les institutions de Bretton Woods qui doivent nous suivre tout le temps pour nous dire non, non, il faut vous remettre sur les rails. La question est très bien posée, madame. D'abord, il y a peut-être l'information que vous devez avoir. Le président Kabila et le Musée plutôt a beaucoup souffert du fait qu'il n'était pas en programme avec les FMI. On le félicite, mais pourquoi? Il a envoyé une équipe en Europe, on appelait les Amis du Congo, pour avoir des fonds. On a refusé. Alors, quand on fait le programme avec les FMI, ce n'est pas que du coup, comme ça, on fait le programme. Non, le programme, les FMI n'acceptent pas directement. Alors, du fait qu'il n'était pas en programme avec les FMI, tout comme Mobutu avant, notre pression fiscale, c'était plus ou moins 3%, 5%. Il n'y avait pas d'impôt. Alors, on a dit à la Banque centrale de financer. Si vous voulez, même la fois prochaine, vous me permettez, je viendrai avec des rapports de la Banque centrale, je vous montre, à plus de 50%, donc le financement était de 50%, le financement monétaire. C'est ainsi qu'il y avait l'hyperinflation. L'hyperinflation, cela signifie que nous tous ici, on finançait le budget de l'État. Parce que lorsque vous avez... Parce que l'inflation, c'est quoi? C'est un impôt invisible. C'est un impôt invisible. Du fait que vous avez votre salaire qui vous permettait d'acheter 10 sacs de manioc et que maintenant, avec l'inflation, vous achetez même 5 sacs de manioc. C'est comme s'il y a un prélèvement que vous ne connaissez pas. Ça, c'est un. De deux, alors, quand vous parlez du FMI, mais le FMI ne frappe pas à la porte des individus. Non. Et puis même quand vous demandez, ou même quand on vous fait un programme, vous vous engagez, vous travaillez mal, le FMI même vous lâche. Okay. Alors, mais vous savez que quand le président Tshisekedi a pris le pouvoir, il ne nous a pas trouvé avec les FMI. Les FMI nous avaient déjà lâché. Nous avons, alors, mais même plutôt après Musée, peut-être vous me rappelez que je rentre un peu en arrière. Rapidement. Le président Joseph, ouais. Il a demandé justement d'entrer avec les FMI. On n'a pas accepté directement. On lui a d'abord demandé justement de montrer qu'il va bien gérer le pouvoir. C'est bien qu'on lui a donné un programme qu'on appelle PIR, programme intérimaire renforcé de 2001 à 2002. Alors, c'est quand ça a marché qu'on a fait un programme PEG 1 de 2002 à 2005 avec un financement du Fonds monétaire international. Et par là, je voudrais terminer ceci pour vous dire que le FMI, justement, quand vous montrez que vous gérez mal, il dit que faites votre programme et vous financez vous-même. Il n'y a pas de problème. Mais c'est quand vous gérez très bien qu'on vous donne. Alors, quand vous dites, comme vous avez, je termine peut-être par là, vous dites que nous pouvons toujours être avec les FMI, mais vous pouvez toujours dire, prendre ceci. Vous trouvez qu'un tiers du budget, ça vient du FMI. Vous dites au ministre des Finances que nous rejetons les fonds. Quand vous avez 15 milliards, par exemple, nous parlons de 15 milliards, les 5 milliards du FMI, là, nous ne les prenons pas, la Banque centrale va donner, alors nous n'avons que dire que... Non, rien qu'à écouter, c'est le montant qui est détourné, c'est plus que c'est que les Bretons, les institutions de Bretton Woods donnent. Mais oui, non, non, s'il vous plaît, on va, merci beaucoup. Mais vous répondez maintenant à ma place et puis vous donnez la parole. Non, parce que vous avez... Non, la direction n'est plus bonne. S'il vous plaît. Vous rejetez ce que j'ai dit et puis vous donnez... Non, je dis ceci. Alors, les montants qui sont aujourd'hui détournés, c'est plus que c'est que Bretton Woods nous donne. Alors, je dis, le problème, c'est nous. Ce ne sont pas ces institutions-là. C'est le comportement que nous affichons. L'éthique financière, il n'y en a pas. Donc, je voulais dire ça. Il n'y a pas de compatibilité entre la récupération des fonds qui sont détournés et ce que les FMI nous donnent. Parce que ce que les FMI nous donnent, parfois, une grande partie, c'est sous forme de dons. Okay. Et puis, ce qui est maintenant sous forme de prêts, c'est prêt avec des conditions concessionnelles. Concessionnelles, c'est-à-dire les charges sont inférieures
aux emprunts qu'on peut faire sur les marchés internationaux. D'accord, merci beaucoup. On peut dire même, on peut rabaisser même les salaires des fonctionnaires de l'État par rapport à ça. Des fois, il y a des conditions. Oui. Merci. Oui, vous avez épuisé votre temps. De la population. Allez-y. Vous avez répondu aux attentes de la population. Parce que souvent, on vous reproche, vous les économistes, de ne pas parler de l'économie, mais vous aimez parler trop de la constitution, des questions des droits. Mais là, vous avez vraiment bien donné la satisfaction aux téléspectateurs. Allez-y. Continuez comme ça, mon Dieu. Oui, j'ai dit que je crois que ce gouvernement respecte l'approche du chef de l'État, qui est l'approche des sociométries, c'est la sociométrie. C'est que quand on vous désigne, vous devez avoir un peu de relation informelle avec les chefs. C'est comme ça que ça marche avec Fatim. C'est vraiment l'opposé avec son prédécesseur. Son prédécesseur travaille avec les gens qui n'ont aucun passé commun. Minakou, Bochab, Tambo Mwamba. Il ne les connaissait pas avant. Il ne les avait jamais connus, même quand il était commandant force terrestre. Ngobila, tout ce monde-là. Kabila Joseph ne les a jamais connus. Et les gens que Kabila Joseph connaissait, ce sont des gens qui pleuraient dans la pauvreté, dans le chômage. Mais avec Fachi, vous allez voir la constitution des gens qui sont à son entourage, vous allez trouver qu'il y a au moins 3 clans. Il y a un clan politique IDPS et biologique, c'est-à-dire les gens n'aiment pas parler de ses frères. Il y a un clan des Mouboutistes, les enfants des Mouboutistes qui sont en train d'être régénérés, reconstitués. Lorsqu'on parle de Manab Julite Toulouka, la fille d'un ambassadeur, Tshisekedi Douamoulumbo, c'était ambassadeur au Maroc. C'est-à-dire ils se connaissent. Lorsque vous voyez les gens qui sont restés, Jean-Pierre Bemba, clan des Mouboutistes, Boji Debidje, le fils des grands gouverneurs, le leader Mouboutiste de l'époque, Guissaro, encore un autre leader proche de Mobutu, qui va donner le nom de Banyamulenge pour se distinguer aux infiltrés rwandais. Sakombi, qu'on change, même si on vous interrogeait son bilan parfois est illisible, mais il est là parce que c'est le fils de Sakombi. Nous avons joué ensemble. Wivine Moleka, il ne faut pas demander son bilan. C'est la fille de Moleka, on se connaissait. Donc la plupart des gens, c'est les gens avec qui ils se connaissent. Sa mère aussi connaît ces gens, connaît ses parents, leurs parents. Et ça marche comme ça. Mais il y a un qui fait partie de ces clans, mais qui a été beaucoup aimé et que les gens voulaient même qu'il soit Premier ministre, c'est Liao. C'est lui qui fait l'exception. Liao, félicitations. Mais il y a maintenant les gens là qui viennent du clan des alliés. Il faut travailler avec eux pour avoir de l'ancrage. C'est des gens comme Guy Luando, des gens comme Paluku, Mwindo Zangi. C'est déjà incontournable. Suite à leur ancrage, je parle de gouvernement. Au Kamere, oui, lui aussi il est là. Mais Bahati n'a pas Kamere été... était dans les clans aussi des Mouboutistes. Bahati n'est pas un allié au président de la République. Mais Bahati, c'est toujours, mais Bahati, lui, il est resté. C'est toujours les clans là des Mouboutistes. Alors, maintenant, la question que nous nous posons, ce gouvernement ici, l'ancien gouvernement avait des ministres de pêche et de l'agriculture, mais qui n'ont pas travaillé. Maintenant, les gens qui viennent aussi dans ces 2 ministères, celui-là, il est parti avec nos bateaux de pêche, il nous a même fait dans les réseaux sociaux qu'il a acheté les bateaux de pêche et qu'on en aura ici. Mais il est parti. On ne sait pas si ces bateaux de pêche, ça ira ou si c'est au Madagascar, si c'est dans la Bibi. En tout cas. Mais qu'est-ce que moi je dis? Et je félicite le ministre Mouyaya, un monsieur qui a tracé son chemin. Il est comme moi.
Tozanga Kombo, on ne les connaît pas. C'est comme ça, Mouyaya. Moi, je soutiens les gens comme ça. Mouyaya, lui, c'est quelqu'un qui trace son chemin, mais son fils, il ne sera pas peut-être comme lui. Souvent, c'est dans l'autre pays. Nous ne sommes pas comme en Corée du Nord où on trouve Kim Il-sung, qui laisse Kim Il-jong-il, et aujourd'hui, nous avons son petit-fils Kim Il-jong-un, qui est plus fort que son père et qui est plus que son grand frère. Souvent, au Congo, ce n'est pas ça. Mais Mouyaya, voilà, l'homme qui est à la base des professionnels de plume, tous les anciens étudiants de l'ISTI, de l'IFASIC et de l'UNUSIC. Quand il vient à l'UNUSIC, à l'IFASIC, vous trouvez vraiment que non, c'est ça sa base naturelle. Donc il faut le garder, parce que sinon vous aurez des problèmes avec certains journalistes. Et l'homme de narratif, c'est vrai, ce que j'ai suivi là. Le nouveau narratif. Oui, oui. Il a bien fait son travail et parfois, vous voyez qu'il explique encore mieux que certains ministres des portefeuilles. Donc là, Mouyaya les couvre. Là, Mouyaya les couvre, mais Mouyaya ne va pas les couvrir chez Kamere. Maintenant, c'est Kamere qui est le maître du perchoir. On vous a nommé, vous avez dansé, mais vous serez humilié là-bas, à l'Assemblée nationale. Kamere ne va pas vous couvrir. C'est le moment de démissionner si vous n'êtes pas à mesure. Mais déjà, il faut reconnaître qu'il a lancé le coup d'envoi d'équiper déjà la RTNC 1 avec le matériel. Je crois que cette fois-ci, il va d'abord oublier aussi la RTNC 2 pour penser à la RTNC 2 et des provinces. Je crois même que la RTNC 2 n'est pas même sur Canal 7, hein, c'est le Canal Plus. Encore. Ça c'est vraiment, il doit faire ça. RTNC 2 doit être Canal 7 parce que ça c'est la RTNC développement. L'autre là, c'est la RTNC politique, économique, tout ça. Mais ici, c'est développement. Le Congo a besoin du développement. Toutes les analyses que nous faisons ici devraient être relayées sur Canal Plus pour que nous soyons respectés. Parce que quand vous suivez les télévisions camerounaises, maliennes, ivoiriennes, les gens discutent comme nous ici sur les plateaux. Ouais. Mais dans d'autres plateaux, d'autres chaînes qui émettent sur Canal Plus, c'est la danse, c'est la prière, tout ça. Et on voit mal, c'est-à-dire le monsieur du narratif, vous voulez vendre bien les Congo, alors il faut mettre la RTNC de l'autre côté. Mais aussi les RTNC provinciales. Là, il faut des choses. Les équiper, mais il faut tirer les oreilles aux directeurs. Les directeurs provinciaux de la RTNC, c'est pas comme Banabitinda des gouverneurs. Au lieu de travailler pour produire l'information, ils sont là comme des chargés de communication des gouverneurs. Regarde, nous sommes au Nord Kivu. Ça fait mal que la RTNC peut diffuser les images sur tel bombardement, sur telle localité, mais c'est l'image de TV5 ou bien de France 24. C'est à la RTNC Nord Kivu de nous donner des informations, de couvrir l'information du Nord Kivu, et d'autres médias, même étrangers, peuvent, d'autres télévisions étrangères, peuvent relayer l'image de la RTNC. Voilà ce que nous voulons attendre. Et ça, il faut les équiper. Chez nous, je vais parler maintenant de chez nous, enseignement supérieur et universitaire. Mouindo Zangi, il est parti au développement rural. Je crois que là, il va encore produire aussi plus, parce que c'est quelqu'un qui est travailleur. Je ne partage pas avec la minorité de certains enseignants qui ne voulaient pas de lui, parce qu'il nous a interdit de vendre les syllabus. On n'aime pas Mouindo parce qu'il nous a interdit de vendre le syllabus. Et il a fermé certaines universités. Non, Mouindo Zangi, contrairement. Vous savez, on accuse Mouindo Zangi d'avoir imposé le système LFD. Non. Toute réforme est légale. Le système LFD se trouve dans la loi sur l'enseignement national. Et cette loi a été promulguée et dans le journal officiel depuis 2009. C'est-à-dire qu'on fonctionnait avec le système PADEM en violation de la loi qui nous régit dans l'enseignement. Depuis 2009. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait déjà que ses prédécesseurs préparent le système LFD. Envoyer les jeunes doctorats à aller suivre les cours ailleurs
et commencer lentement et progressivement. Maintenant, pourquoi les gens n'aiment pas le système LMD? C'est tout simplement parce que, j'avais dit, la plupart des doctorats qui sont produits au Congo, ce sont des doctorats de recherche. Mon jeune frère, il fait son DA, il fait son doctorat, il va avoir des cours miettes, psychologie de l'adulte, et puis un peu la méthodologie. Et puis on le lance, il va aller faire, la CP va lui donner une formation de 12 heures, c'est-à-dire 2 jours, de pédagogie universitaire. Dans quel pays on peut former un enseignant pendant 2 jours? Ça n'existe pas. Liao Marcel a fait 4 ans d'agrégation. Donc c'est ça le problème. C'est que quand vous voyez des Mouindo, il a fait d'abord la régularité des cahiers. Il y a eu 2 fois, le conseil d'administration des universités s'est réunissé et le nouveau docteur était nommé et il y avait des promotions. Vous verrez qu'il y a eu un nombre très élevé dans la production des actes administratifs unilatéraux. Beaucoup d'arrêtés. Et un peu ça. Mais la nouvelle ministre qui arrive, que je salue beaucoup, elle a un bilan extraordinaire là-haut dans le domaine où elle vient. C'est une femme qui a commencé les études de médecine ici au Congo. Elle a terminé. Elle a fait des exploits. Spécialiste en neurologie, hein, psychiatre. Neuropsychiatre. Oui. Donc, c'est quelqu'un qui a un bilan dans son domaine. Pas les autres que mon frère là, il parle avec des grands politiciens, il dit, nous les souhaitons la chance. Quelqu'un qui était voleur, vous le mettez au gouvernement, on sait déjà, le gens Trump, il dit, celui-ci il a fait ceci dans là où il était. Mais elle, tous ses patients sont heureux parce qu'ils disent, déjà ce qu'elle a fait en soignant les gens, elle vient soigner le secteur universitaire. Donc, nous entendons beaucoup d'elle. Sa réputation l'accompagne. Mais malheureusement, il y a une peur. Du fait qu'elle est professeure de l'UNIKID. Parce que déjà, tous les professeurs de l'UNIKID nommés comme ministres de l'UCI ont été des spécialistes dans la production des arrêtés conflictuels. Et ils ferment toujours les DA. Et ils ne ferment jamais leur filière là. La faculté des droits n'a pas de capacité d'accueil aujourd'hui. Vous verrez un auditoire qui a une capacité de 200 étudiants, mais qui inscrit plus de 3000 étudiants. Là aussi, on pouvait fermer. Vous trouverez à l'UNIKIN la faculté d'agronomie avec des plates-bandes de soja en mauvaise santé, mais on ne ferme pas. Vous trouverez la faculté de mines et géologie où les ingénieurs sont formés avec des caillasses ici, des pompages. Mais ça aussi, c'est une université qui n'a pas de laboratoire. Mais on ne fermera pas ça. Mais si c'était à l'Équateur, on allait dire qu'il n'y a pas de laboratoire ici. Mais vous ne pouvez pas prendre un géologue formé à Lubumbashi, oui, qui fréquente des laboratoires de GKMIL, avec celui qui est formé à Kinshasa. Donc, c'est comme ça, les professeurs de l'UNIKID sont conflictuels. Et pour presque citer, c'est qu'il faut voir que nous avons celui qui a été reconduit, le ministre Guissaro, Alexis Guissaro. Un bon monsieur, pas conflictuel. Je l'ai rencontré une fois. Je vous dis, c'est lui qui gère un ministère qui peut booster l'économie du pays. Les infrastructures. Nous avons connu des économistes premiers ministres qui ont avalé leur syllabus de macroéconomie. Madame, qu'on ne vous trompe pas, sans infrastructure, il n'y a pas la macroéconomie montante. Faux. Mais on a vu des premiers ministres qui ont commencé à asphalter des routes urbaines, des voiries urbaines. Comment? C'est où là? D'abord, un bon économiste, c'est celui qui pense relier les centres de production. Dans notre pays, c'est les centres, c'est les milieux ruraux, vers le centre de consommation qui sont des villes. Tout économiste qui vous dira le contraire, c'est un faux économiste. C'est là où on parle de mouvement des capitaux provoque ce qu'on appelle le développement. Mais qui a fait ça ici?
personne. Ils étaient là avec les Chinois, réhabiliter des routes et agrandir des routes de la capitale, au lieu de réunir des routes entre provinces. Alors, j'ai demandé, non, l'autre fois, j'ai demandé de loin, je vais rappeler ça. Moi, je n'aime pas ces choses-là, des complexes d'infériorité. Oh, nous devons asphalter des routes. Oui, vous asphaltez des routes pour résister pendant 6 mois. Et vous dépensez par kilomètre 1 million de dollars. Alors que, madame, suivez très bien là, une chose importante qui vient de la société civile. 1 kilomètre asphaltage de 6 mois, vous dépensez 1 million. 10 kilomètres, 10 millions. Mais si vous prenez 1 kilomètre pour le cantonnage manuel, vous payez à un citoyen ou 2 citoyens par kilomètre $100 le mois. Ça dure 1 kilomètre, vous dépensez $1 200. Pendant, si vous dépensez, si vous le faites pour 1000 kilomètres, vous dépensez $1 200 000. C'est-à-dire, on peut entretenir pendant une année 1000 kilomètres en dépensant seulement $1 200 000. Mais vous choisissez quoi? Vous choisissez asphalter 2 kilomètres en dépensant $2 millions et après 3 pluies, ça s'écroule. Mais moi, je choisirais comme le roi Albert et le roi Léopold III des temps belges, les cantonnages manuels, que des fantaisies modernisées là, des asphaltages. C'est pourquoi vous avez jeté des fleurs à Guissaro par rapport à tout ça? Non. Parce que vous avez dit, vous l'aimez bien, c'est un travailleur. Non, j'ai parlé de l'intelligence relationnelle, ce n'est pas un PC conflictuel. Il n'est pas dans tout ça. Il n'est pas conflictuel avec les gens, mais il est en conflit avec les infrastructures, les routes. Il faut qu'on lui donne le moyen. Et les moyens, là, il doit les orienter vers les cantonnages manuels et l'asphaltage. Mais c'est terminé avec Moukoko Samba, ministre de l'économie. On pouvait l'oublier. Ces ministères-là, c'est pour réguler les prix, madame. Il doit supprimer tout ce qui est comme commission. Parce que chaque ministre qui passe là, à part Jean-Marie Kalumba qui était victime des réseaux mafieux, on a fait partir par une motion. Madame, la bouteille de Bralima. Bralima ici et en Ouganda et au Burundi. La bière ici que nous payons $1.4, là ça se vend à 0.8. Pourquoi? Seulement ici il y a la commission. La même compagnie d'aviation qui peut vous faire Kinshasa, Kampala, si c'est Air Ouganda, là c'est Ouganda, vous payez moins. Mais si c'est Kinshasa, Bunia ou bien Kindu, vous payez double. Tout ça passe dans chaque billet, il y a la commission. Ça, et Kalumba a payé aussi par rapport à ça, parce qu'il avait rabaissé les vivres aujourd'hui. Les sacs du riz, on paye, vous savez, lorsqu'on a $20, on achète un sac de 25 kilos. Mais aujourd'hui, les sacs deviennent à 25 kilos, à $25, à $27 au prix des francs congolais. Mais ça, c'est un problème. Et au niveau du ministre de la Justice, je crois que c'est lui maintenant le dauphin naturel du président. Parce qu'il voulait être président de la République, il n'avait pas beaucoup de moyens. Maintenant, on le fait ministre d'État. Donc, après Fachi, c'est Costa Moutamba qui sera son dauphin. Parce que Kaboundé est en prison, c'est dauphin, c'est Costa Moutamba. Qu'est-ce que je lui demande de faire? De se battre pour améliorer le social du magistrat. Autre chose, redynamiser l'inspectorat judiciaire. Ça ne demande pas de moyens de FMI ou des banques mondiales. L'inspectorat pour traquer tous les magistrats délinquants bandits. Troisième chose, c'est de réviser les codes des procédures pénales. Au Congo, on a donné plus de pouvoir au parquet, aux magistrats. Il faut qu'on crée les postes de juges d'instruction. Et faire les plaidoyers pour qu'on puisse proclamer la loi sur les barreaux. Ok. Merci. Merci. Monsieur Cédric, vous étiez la seule ou le seul à pouvoir parler pendant moins d'une minute. Oui, on a terminé l'émission, mais je voudrais quand même que vous puissiez vous prononcer par rapport à la Cour constitutionnelle qui a confirmé Grace Bilolo
au Congo central. Vous avez un mot à dire là-dessus? Merci madame pour la parole. Permettez-moi rapidement d'éplucher certaines... Rapidement, oui. D'accord. Alors, j'aimerais ici parler de la ZLECAf, madame. La zone libre-échange continentale africaine, qui est un programme initié pour l'Afrique, un programme initié pour l'Afrique qui se tient au Ghana. Ici, je tiens à interpeller personnellement le nouveau ministre de Commerce extérieur. J'ai cité ici M. Julien Paluku. Pourquoi? Parce que c'est un programme qui favorise la libre-échange la libre-échange des échanges commerciaux des biens produits en Afrique. Mais par contre, ici au Congo, nous n'avons pas une industrie bien assise. Alors, si les dispositions ne sont pas prises, on va pratiquement assister ici à une invasion commerciale qui serait à notre désavantage. D'ailleurs, tous les pays africains, ils se frottent les mains parce que la République démocratique du Congo, c'est un grand marché pour eux. Voilà, c'est un grand marché pour nous. Et sur ce, je crois qu'ici, il faudrait que le ministère de l'Industrie, de l'économie et du commerce extérieur doivent s'atteler pour travailler dessus. Et en deuxième lieu ici, madame, je sais qu'il y a pratiquement beaucoup de défis, mais je me suis attelé sur les attentes fondamentales, au fait. Les attentes fondamentales, ce sont pratiquement les besoins préliminaires que présente la population. Nous avons ici l'accès aux soins de santé, nous avons ici un problème d'alimentation et un problème de circulation entre les provinces, au fait. Sur ce, et les problèmes d'énergie. Madame, on a pratiquement reconduit le docteur Tamba à la tête du ministère de la Santé. La question que je me pose, les reconductions sont faites par rapport au bilan de ce qu'ils ont présenté sur leurs précédentes prestations, ou c'est par rapport à autre chose. Mais je crois qu'ici, le plus important... Je ne sais pas trop. Je crois qu'ici, le plus important, c'est de pratiquement donner le meilleur. En parlant de l'accès à l'énergie, il y a eu une nomination qui, moi, personnellement, m'a beaucoup plu, c'est celle du professeur Teddy Luamba. C'est pratiquement un fils maison de la SNEL. Alors, il est professeur en électromécanique. Il travaille sur la SNEL? Il est professeur en électromécanique, un ingénieur génie civil. C'est un savant. Il est aussi DG. Il est DG à la SNEL. DG à la SNEL. Ah, d'accord. Alors, c'est pratiquement une nomination que je salue, parce que je sais que... C'est comme on regrette de battre le Kwebo. Un savant, on le laisse sur le banc de réserve. Parce que je me dis, lorsqu'on a pratiquement à la tête d'un ministère une personne qui maîtrise le fonctionnement, qui maîtrise le fonctionnement du secteur, on devrait s'attendre à des résultats très positifs. Et en parlant ici, madame, de monsieur Alexis Guizaro, le développement du Congo passe par une interconnexion routière. En termes clairs, entendez ici un réseau routier. Je ne sais pas jusqu'à ce niveau quelle est l'interconnexion routière, lorsqu'on les mesure en pourcentage, équivaut à combien? Parce que quand j'ai parlé ici de la ZLECAf, lorsqu'il y aura circulation de libre-échange, il faudrait que les centres de consommation soient reliés aux centres de production, comme l'a signifié tantôt le professeur Carlos. Mais pratiquement, nous avons un problème des routes des dessertes agricoles. C'est pratiquement quelque chose qui n'est pas encore... C'est pratiquement une chose sur laquelle on n'a pas encore travaillé. Ça, c'était pratiquement le troisième point. Et le quatrième, madame, ici, c'est pratiquement sur le ministère de l'Agriculture. Nous sommes dans un pays où il n'est pas mis sur pied un programme d'agricole national. Nous sommes dans un pays où il n'y a pas de banque de crédit agricole. Sur le premier mandat du chef de l'État, ce ministère n'a pas été à la hauteur. L'animateur de ce ministère, il faut qu'on se dise clairement, ces ministres n'ont pas été à la hauteur de satisfaire les attentes de la population dans ces secteurs, dans ce secteur-là, selon les assignations qui lui sont fixées. Donc il n'y a pas eu revanche
du sol sur le sous-sol. À mon sens, j'estime qu'il n'y a pas tellement eu revanche dans ce sens-là. Ou d'où, à ce niveau, j'estime que le nouveau animateur du secteur d'agriculture doit faire pratiquement tous les efforts. Il a fait quelle étude? Il faut forcément avoir une étude qui rime avec son secteur. Mais si on va dans ce sens-là, on aura pratiquement des personnes qui ne correspondent pas à leur affectation. Je crois que c'est quelque chose de vraiment sensible qui ne nécessite pas d'être en parallèle. C'est important. Voilà. Alors, vous avez fini? Oui, c'est bon, merci. D'accord. Diagast, rapidement, par rapport à ce qui s'est passé, la Cour constitutionnelle qui confirme, c'est Bilolo, grâce Bilolo, parce que nous avons vu avec la Cour de cassation, c'était ça? Oui. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Donc, nous avons comme gouverneur au Congo central, grâce Bilolo. Wow. Bon, madame, il faut dire que c'est tombé, nous avons vu ça. Il faut, avant tout, je vais recommander à quiconque de voir d'abord ce qu'a été réellement le dispositif du juge du Conseil d'État lorsqu'il a rendu son arrêt annulant l'élection. Si les juges du Conseil d'État, lorsqu'il a annulé l'élection du gouverneur Grace Bilolo, avaient touché aux droits constitutionnels et aux libertés constitutionnelles de ce gouverneur, eh bien, la question pouvait faire l'objet devant le juge constitutionnel dans la mesure où un droit constitutionnel avait été lésé. Mais si, puisque nous sommes en contentieux électoral, les juges d'appel et les juges de premier degré, de deuxième degré ont été saisis et ont annulé, et que par la suite il n'y aurait aucun grief ayant violé un droit constitutionnel, je crois que nous serons peut-être dans une question extra-droit, qui est vraiment au-delà de ce qui est normatif dans notre pays, parce que j'ai lu la Constitution, j'ai lu la loi organique sur la Cour constitutionnelle. Je n'ai pas vu la Cour constitutionnelle dans ses compétences être juge électoral du contentieux électoral au niveau de province. Mais si la question a touché un droit constitutionnel, comme ça a été le cas avec, à l'époque, le gouverneur Kazembe, qui avait été victime d'une décision qui avait violé le droit de la défense, le juge constitutionnel est intervenu parce qu'un droit constitutionnel avait été lésé. Vous me permettrez de finir en ajoutant un seul élément, un seul point. Je crois qu'on a déjà parlé de ça longuement, mais c'est un problème qui nous fait mal à nous tous les Congolais. Je vais parler à Maman Judith Sumune, chef du gouvernement. Je voudrais, s'il le faut, la création d'une agence d'obtention des documents administratifs de l'État pour permettre à ce que nous puissions canaliser réellement les recettes de l'État. Si nous parlons aujourd'hui de corruption, c'est entre autres parce que nous avons un problème sérieux de fuite de capitaux et de coulage des recettes. Le même document de l'État que vous demandez dans X services coûte ce prix, et le comble c'est que vous arrivez par exemple, je parle du casier judiciaire. L'extrait des casiers judiciaires, vous verrez au niveau de la porte, on vous brandit tous les frais, ça vous fait pratiquement 33 000 ou 37 000 francs. Mais quand vous êtes à l'intérieur pour obtenir ça à ces mêmes prix-là, eh bien, si vous ne payez pas ce qui vous est demandé en interne, vous l'aurez après 2 ans. Et comme ça, c'est avec tous les documents pratiquement administratifs de l'État. Je voudrais qu'avec le concours, la politique de Mme Soumina, si vous pouvez canaliser ces recettes en créant une agence qui canalise les documents administratifs, vous faites en sorte que ça soit digitalisé, de sorte que les Quinois ou les Congolais n'auront pas forcément besoin d'aller vers le service. Au niveau digital, on peut faire une forme de commande du document. Le document vous parvient avec le frais que l'État peut canaliser parce que c'est fait par voie électronique, ça fait par voie digitale. Okay. Cette politique est menée, vous allez vous rendre compte que, madame, nous allons permettre à l'État de renflouer ses caisses. Et nous allons permettre à la population d'être soulagée, surtout avec le conflit foncier. Vous avez quelqu'un qui achète difficilement sa parcelle parce que la politique des logements pose problème, comme mon aîné Lokaka l'avait dit. Il achète difficilement son terrain, mais pour obtenir les certificats d'enregistrement, vous allez au niveau des services cadastral, le prix est bombardé, 65 $, 70 $, mais pour l'obtenir, vous allez l'obtenir à plus de 18 fois le plus. Et ça, c'est quand même quelque chose qui blesse beaucoup le Congolais. Vous tous, vous avez longuement parlé, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît, attendez. Vous tous, vous avez longuement parlé, sauf 2 personnes. C'est pourquoi je lui ai accordé la parole et je vais accorder la parole à Lokaka. Vous n'avez qu'une 30 secondes. Vous voulez ajouter quoi? Je voulais dire, vous savez que
l'AFDC, c'est la société civile dans la politique. Ce n'est pas un parti politique comme d'autres partis politiques. Ce que l'AFDC a été créé pour que les acteurs de la société civile qui veulent partir et aller faire la politique, ils passent par l'AFDC et ils font la politique autrement. Parce que ces pays, ceux qui l'ont tué, ce sont les politiciens. L'AFDC est victime. Ah, l'auteur, hein? Vous connaissez l'auteur? Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Moi, je crois que le président de la République, qui est le garant ou le patron de l'Union sacrée, il doit faire tout pour contenter les uns les autres. Compasser, en tout cas, ce genre de frustration contre l'AFDC. Bientôt, par exemple, pour les mandataires publics ou même pour les ambassadeurs, même au sein de son cabinet. On ne peut pas laisser une expertise comme celle du professeur Bahati comme ça. Non, ce n'est pas bon. C'est quand même un stratège. On avait dit, si aujourd'hui nous avons l'Union sacrée, c'est grâce à ces stratégies, aux stratégies qu'il avait mises en place pour avoir la majorité aujourd'hui. Alors, Lokaka, on termine avec vous. Je voudrais aussi dire, par rapport à ça, on m'a soufflé, et on a vu, d'ailleurs, les ministères qu'on a accordés à Bahati ou à l'AFDC. Il y a la formation professionnelle, il y a l'emploi, travail, et il n'y a plus prévoyance sociale. On a enlevé prévoyance sociale parce qu'il y a la CNSS. On a mis ça, on a collé ça à un autre portefeuille. Allons-y. Moi, je vous remercie. Je crois que je remercie mes co-débatteurs et ceux qui nous suivent. Mon souhait le plus ardent, c'est de planifier la République démocratique du Congo. Quelqu'un a parlé de l'industrie, secteur secondaire. Moi, j'ai appris qu'avant d'atteindre le secteur tertiaire, il faut suffisamment mûrir le secteur secondaire. Primaire. Donc, primaire, secondaire, et puis le secondaire, pour atteindre le tertiaire, c'est là que vous avez atteint le niveau le plus élevé. Alors, nous devons planifier la République. Tout pose problème. Alors, celui qui a le ministère de plan, c'est là où nous avons un problème. Professeur, moi j'ai appris, dans le cadre des finances publiques, que l'État fonctionne avec un budget, dans une planification. Le projet dans le privé, l'ONG et mon entreprise présentent un projet. Mais l'État, il planifie et pour sa chaîne de dépenses, il budgétise. L'État. Donc un État sérieux budgétise. Un État sérieux ne fonctionne pas avec des projets. Alors, je me dis, quand on attend ça, c'est beau. Il faut planifier la République, industrialiser le pays. Là, nous allons relier le pays. Malheureusement, Sidérurgie de Maloukou est entre les mains de privés. C'est le pôle de développement. Mais qui peut en parler? Personne. Vous pouvez développer Kinshasa, c'est une sidérurgie. Ça relève du ministère de l'Industrie. Industrie. Alors, je crois mais que tout le monde observe ça. Ouais. Alors, je me demande, je m'excuse. Nous naissons dans la maternité gratuite, c'est bon. Mais nous devons construire ces maternités. Mais après la naissance, nous devons mourir. Le pays a des cimetières. Qui détient les cimetières? On se repose à l'éternité. Il faut l'incinération maintenant. L'État de mon pays a des cimetières. Donc, maintenant, les indigents, qui les enterrent? Les enfants de la rue, là, on appelle ça la tutelle administrative de l'État. Donc, ils doivent être encadrés. Une seconde question. Si nous avons 100 000 prisonniers, ils se réveillent à 5 heures pour dormir à 18 heures. Ils ont produit quoi? 100 000 prisonniers. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais s'ils faisaient les champs, les 5 000 prisonniers,
Si même ils produisaient des briques pour construire les bâtiments de l'État, je crois que ces gens cantonnés en prison, ils font quoi? Alors que c'est le centre de rééducation. Voilà. Et en fait, à chaque fois que je visite les camps des militaires, je me dis, il y a un problème. Quand vous avez 10 000 hommes au camp Kokolo, de 6 heures à 0 heure, ils ont fait quoi? Oui, Bazaba Soda, colonel. Ils ont produit quel travail le matin, même s'ils vont se présenter à 6 heures, oui, salut au drapeau, c'est bon. Après salut au drapeau, tous ces 10 000 personnes, pendant une journée, ils ont produit quoi? En temps de paix, ils doivent... Même en temps de guerre, parce que la guerre aussi, c'est pendant la guerre que les États se construisent. Donc la guerre n'est pas foncièrement un danger pour construire votre pays. Et pas une fatalité. Mais c'est 10 000 personnes qui sont logées au camp Kokolo de 8 heures à 6 heures, en dehors de sillonner le camp. Qu'est-ce qu'ils ont produit? Ils ont fait des plantes-bandes. Et ce qu'on appelle génie militaire. Je ne pense pas qu'un Indien peut construire ou un Libanais dans le camp militaire. Ils ne vont pas bâtir quelque chose en termes de génie militaire. Alors je me dis, le ministre de plan d'industrialisation, si on ne met pas un plan dans ce pays, alors nous aurons un problème avec l'annualité budgétaire. Nous allons faire la même chose. Quelqu'un a parlé de digitalisation. Mais dans un pays où vous n'avez pas les cartes d'identité, vous allez digitaliser quoi? Excusez-moi mon frère. Sous d'autres cieux, c'est M. Loka, quand il met l'empreinte, il est connu fils de tel, originel de tel, il a tel bien. Partout il passe. C'est cette carte-là, non? Chez nous, on n'a pas. Le président seul, il a eu avec le premier ministre Sam, et ils ont eu des cartes. C'est eux qui sont des Congolais parce que nous, on n'a pas de carte d'identité. Malheureusement, les passeports, bon. Donc, il y a un problème sérieux. Nous avons un problème d'organisation de notre société. C'est comme ça que je parle de la requalification de la marche de l'État. Ok. Madame, j'insiste sur, quelqu'un a parlé ici, les taxes. Nous avons la dégerade. Mais le policier qui, naturellement, roulage, si vous dit que vous allez payer 300 francs, mais il y a déjà une direction de l'État pour l'argent. Monsieur, veuillez présenter la note de perception. Comme ça, l'argent est au trésor public. Parce que s'il faut imposer les notes de perception de la DGRAD partout, le sérieux serait. Parce que l'État a déjà mis des mécanismes où l'argent doit être orienté. Et par conséquent, il faut demander à la personne la note de perception de la DGRAD. D'accord, merci beaucoup. Madame, c'est une question environnementale et hygiène aussi, et aussi qui touche à la santé publique. Sur la route poids lourd, il y a les tuyaux des eaux usées de la Bralima qui coulent à plein la route plutôt. Je ne sais pas, jusqu'à ce jour, cette question n'est pas encore réglée. Or, on dit pollueur-payeur, principe de voilà. pollueur-payeur. Donc, il y a les tuyaux qui est cassé, qui évacue les eaux usées. Vous imaginez les eaux usées de la Bralima. Ok. D'accord, merci. Cela se passe sans commentaire. Chers téléspectateurs, nous sommes là à votre service et pour aider à ceux qui ont encore le souci de ces pays, la promotion, le développement, l'émergence de la République démocratique du Congo. Parmi ceux-là, il faut compter les analystes des forums des médias. Ainsi dit, madame, messieurs, nous prenons congé de vous. On se retrouve au prochain numéro avec cet élan, les mêmes élans patriotiques. Au revoir.